première édition de Point de vue, qui sont les conversations en ligne du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans le cadre de notre projet participatif à très large échelle internationale en collaboration avec Magnum Photo. Ce dont on va parler ce soir ensemble, c'est de toutes les images extraordinaires que nous avons diffusées cette semaine par des grands photographes. Nous allons plonger dans ces images. Le projet s'appelle Covid-19 et nous, par Magnum Photo et vous. Et l'idée, c'est vraiment ensemble, à travers ces images et grâce à cette variété de points de vue, de faire sens de ce qui nous arrive, de faire sens des bouleversements que cette pandémie nous amène et d'essayer ensemble d'imaginer ce nouveau quotidien auquel nous devons tous nous adapter. Pour faire ceci ce soir, j'ai le grand plaisir de présenter ma collègue Alessia Barbeza. Bonsoir Alessia. Bonsoir. Alessia qui est responsable de la communication et des relations publiques ici au Musée international de la Croix-Rouge, qui va récolter vos questions. Sentez-vous libre d'en poser en ligne, en direct. On sera ravis d'y répondre en parcourant ces images-ci que vous avez peut-être déjà rencontrées à travers nos médias sociaux et pendant la semaine, des images très différentes de photographes qui sont partout dans le monde et qui ont ce point commun de nous parler. En tout cas, c'est comme ça qu'on les comprend, ces images, de tous les défis de cette pandémie. La pandémie remet tout en question. Elle remet en question nos habitudes, notre vie quotidienne, nos modèles économiques. Et défier, c'était vraiment le premier thème qu'on voulait aborder dans ces conversations. Et pour en parler, ce soir, j'ai le très grand honneur d'accueillir deux prestigieux invités dont je suis très fier qu'ils soient ici avec nous. Je les remercie immensément. Il y a d'un côté Pauline Vermar. Bonsoir Pauline. Bonsoir, bonsoir. Alors Pauline, tu es directrice culturelle de Magnum Photo à New York, d'où tu nous parles en direct par la magie de toutes ces nouvelles technologies avec lesquelles on a dû s'habituer en très peu de temps. Et c'est un des aspects peut-être positifs de cette pandémie. Tu es commissaire, donc tu es directrice culturelle de Magnum New York. Auparavant, tu étais commissaire d'exposition au International Center of Photography, toujours à New York. Tu as aussi travaillé sur une très grande exposition Henri Cartier-Bresson au MoMA. Henri Cartier-Bresson qui a occupé une grande partie de ta carrière puisque tu étais responsable de la communication et des expositions à la Fondation Henri Cartier-Bresson, où nous nous sommes rencontrés et où j'avais l'insigne honneur d'être ton stagiaire. Tu as une formation multiple en art, en photographie, en langue orientale. Tu sais tout faire et je suis ravi que tu sois avec nous ce soir. Et de Merci l'autre, beaucoup. je t'en prie. Et de l'autre côté, Philippe Stoll. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Philippe Stoll, qui est tout aussi inspirant et que je suis ravi de retrouver de manière quotidienne maintenant que je travaille ici à Genève, juste à côté du siège du Comité international de la Croix-Rouge. Philippe, tu es responsable de la recherche en communication au sein du CICR. Tu as une très grande expérience du terrain humanitaire où tu as œuvré pendant plus de 17 ans maintenant à travers le monde. Dans ton travail, tu t'intéresses à l'innovation et à l'impact des nouvelles technologies sur le monde humanitaire et tu te focalises surtout sur les stratégies et les politiques de communication. Alors, tu as une double formation en économie et en journalisme et tu t'intéresses énormément à l'art et tu as été mon complice d'ores et déjà dans de nombreux projets et je t'en remercie et je pense que voilà, les points de vue que vous représentez, à la fois du milieu de la photographie et à la fois du monde humanitaire, seront très intéressants dans le cadre de notre conversation. Encore une petite note d'introduction pour vous dire qu'il s'agit d'une toute première fois pour nous. Nous nous sommes lancés dans cette aventure il y a quelques jours et il y a quelques semaines, nous avons imaginé et pensé ce projet participatif à large échelle, dont un des volets est cette conversation en ligne et des séries de conversations en ligne. Et j'aimerais tout de suite vous présenter une des images qui m'a beaucoup frappé cette semaine, c'est celle-ci. Et je propose qu'on commence la conversation à travers cette image-là, parce qu'elle aurait pu être prise chez moi dans mon salon. C'est une image, je pense, qui a beaucoup de sens pour beaucoup de personnes qui ont vécu le confinement, qui ont traversé tout d'un coup une nouvelle réalité où il fallait changer d'espace, il fallait réinventer sa vie de tous les jours. Et cette photographie qui est très forte et qui me touche personnellement, elle m'amène peut-être à vous poser une première question, Pauline et Philippe, qui est toute simple, c'est de savoir comment vous allez. Comment ça va, vous, en ce moment, avec toute cette pandémie? Ça va, merci beaucoup, ça va. Enfin, à New York, pas trop, mais moi ça va personnellement, j'ai de la chance, la famille va bien
Et moi aussi, cette photo me parle pas mal. Et ce qui est intéressant dans cette photo, Pascal, et pardon, Philippe, on veut savoir aussi comment ça va, mais juste pour dire que c'est une des photos les plus connues du photographe qui est dans cette photo, ce que je trouve assez intéressant. Hein, c'est le photographe qui ne peut plus prendre ses photos et qui prend du coup la photo de son intérieur et de sa famille. Alors ça, on va en parler justement de quel défi ça représente. Donc, il s'agit de Jonas Bendiksen, qui est norvégien. Cette situation-là que tu vois dans la photographie, Philippe, ça a aussi été ton quotidien, bien sûr. Et comment tu vas, toi, en ce moment? Mais je dois dire que ça, c'est une période assez intéressante, évidemment, comme toutes les périodes. Mais non, globalement, on s'habitue, on a été sidérés tous, je pense, à un certain moment, puis après, on essaie de s'adapter. Et puis, effectivement, cette photo représente bien un peu ce chaos du quotidien qui est un mélange de faire à manger aux enfants, puis en même temps travailler, et puis avoir une vie la plus normale possible. Mais oui, non, globalement, je vais bien. Alors, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé dans ces phénomènes qui sont si proches. On est en train de parler d'un bouleversement qui a eu lieu pour nous, en tout cas en Suisse, à partir de mi-mars. Ce qui est très frappant, c'est que pour beaucoup de personnes peut-être, et je parle aussi là à titre personnel, l'action humanitaire a pu être quelque chose de distant. C'est quelque chose qu'on voyait à la télé, dans les journaux, quelque chose dans son téléphone portable qu'on pouvait éteindre et ranger dans sa poche. Et tout d'un coup, ben, c'est chez nous, c'est chez soi, c'est l'école de nos enfants, c'est tout d'un coup très très réel et très tangible et très vécu. Et en préparant cette conversation, Philippe, tu as partagé quelque chose avec moi que j'ai trouvé très frappant, c'était de me dire que dans ton expérience humanitaire, tu as déjà vécu un confinement, mais les conditions du confinement ont un impact très différent sur la santé mentale de chacun et notre état psychologique selon les raisons pour lesquelles on est confiné. Peut-être que tu veux partager cette expérience? Alors, effectivement, ce qui était assez frappant pour ma part dans cette expérience aujourd'hui, c'est que il y avait une forme de distance ou d'incompréhension entre la situation extérieure physique et le fait d'être chez soi. J'ai vécu effectivement dans certains contextes où, à cause de la guerre, on devait rester dans nos bureaux ou dans nos logements. Et il y avait vraiment cette sensation très physique du danger. On l'entendait, on le ressentait, il y avait des hélicoptères, il y avait des explosions, des choses comme ça. Je pense que notre corps s'adaptait clairement au que voilà, il faut un confinement et c'est très logique. En tout cas à Genève, le temps était assez agréable, on sentait quelque chose de printanier. Il y avait tout d'un coup une dissonance entre la notion de danger et ce qu'on peut sentir. Donc ça, c'est un premier élément. Et par rapport à la santé mentale, si je peux me permettre de continuer, c'est effectivement quelque chose qui, dans l'action humanitaire aujourd'hui, devient un buzz de plus en plus reconnu. Récemment, au mois de décembre, lors d'une grosse conférence internationale des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges, on a reconnu la question de la santé mentale comme un vrai besoin, comme une vraie vulnérabilité, une vraie nécessité de répondre. Euh, L'humanitaire, c'est plus seulement amener à manger, mais c'est aussi prendre soin des gens dans leur ensemble. Et la santé mentale fait partie de ces questions, de ces réponses qu'on essaie d'amener au quotidien partout sur Terre. Et tout d'un coup, c'est vrai que c'était très vécu dans le sens où, voilà, après une journée complète à la maison, à devoir à la fois travailler, s'occuper des enfants, faire l'école à la maison et tout faire, tout d'un coup, on comprend vraiment ce que ça veut dire d'être mis en péril et sous pression. Il y avait ce moment exutoire en Suisse où à 21h, tout le monde applaudissait au balcon. Ça, vous l'avez fait aussi à New York, Pauline, d'ailleurs, ces Oui, applaudissements spontanés, ça a aussi eu lieu? ouais, à Ouais. 19h, à 19h et ça continue puisque c'est pas fini ici tout à fait, on est toujours confinés et à 19h, ouais, tout le monde sort les instruments, il y a une cornemuse pas loin de chez nous. Euh, Ça fait du bien à tout le monde, ouais. Et une chose, Pauline, qui était très belle, c'est que bon, tout d'un coup, on s'est retrouvé dans cette situation à des milliers de kilomètres de distance. Euh, Personnellement, j'étais non seulement chez moi, mais j'ai aussi dû fermer, bien sûr, le musée et fermer les bureaux. Et c'était très important pour mon équipe et moi de se dire qu'on allait pas se laisser abattre par ça, qu'on n'allait pas tout d'un coup disparaître de la surface de la Terre et pas contre-attaquer et s'investir pleinement dans ce bouleversement. Et j'ai retrouvé, Pauline, notre échange WhatsApp. Je t'ai fait parvenir, c'était le lundi 23 mars, je t'ai fait parvenir une vidéo qu'on a produite ici au Musée international de la Croix-Rouge sur une affiche de nos collections de 1870 que je trouvais très pertinente dans la situation qu'on est en train de vivre.
Et tu m'as répondu, super initiative, bravo, et on veut se battre avec vous. Et ça m'avait beaucoup touché. Et c'est de ce message-là, le 23 mars, qu'est née toute cette conversation. Donc, il y a une image que j'aimerais t'amener à regarder, Pauline, et peut-être à commenter un peu. C'est celle-ci d'Antoine Agata que je trouve extraordinaire. Personnellement, je la trouve extraordinaire parce que c'est comme si le virus nous regardait. C'est comme si tout d'un coup, peu importe qui on est, qu'on soit Pauline, Philippe, Pascal ou Alessia, on est des corps à envahir. Et peut-être tu peux nous expliquer ou nous raconter ce qui se passe là. Donc, pourquoi ce choix de la thermovision? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Alors, Antoine Dagata, photographe français, ça fait quelques années qu'il travaille un peu de temps en temps, hein, pas tout son travail, mais avec la thermophotographie, c'est-à-dire un appareil qui capte la chaleur du corps humain. Ça l'intéresse parce que Antoine Dagata est très très intéressé par l'humain, c'est vraiment et la chair quasiment. Hein, son travail est très charnel et il a trouvé dans cette technique quelque chose qui l'approchait au plus hein, au plus fort de l'homme. Il dit de ce travail, il dit aujourd'hui il manque des gens qui réinventent l'humanité. Et je pense que dans son travail, c'est ça qu'il cherche, à réinventer non seulement une forme d'humanité, mais une forme de témoigner de l'humain. Et donc j'aime beaucoup ce travail. Il a été publié dans Libération, il a été publié ici dans le New York Times. C'est pour moi une des séries les plus fortes parce que y a l'angoisse qu'on a tout ressenti hein, au niveau quand on la ressent cette photo, on la voit pas seulement, on la ressent. Et puis on ressent à la fois l'homme, le photographe dans cette situation, puisque j'imagine que comme dans l'humanitaire, Philippe, quand on est dans l'humanitaire, on est avec les gens qu'on photographie, avec lesquels on travaille et qu'on soutient et qu'on aide. Dans la photographie, le photographe, il est avec son sujet. Et là, Antoine, il prenait des risques aussi. Il a voulu prendre des risques en allant dans les hôpitaux à Marseille. Et il est un des photographes de Magnum, un des quelques photographes qui est vraiment qui allait dans la pandémie en fait. Il l'a embrassé, oui, il y allait à bras le corps. Et pour moi, c'est une série qui est frappante à de nombreux égards. Alors, du coup, tu me donnes la question parfaite pour Philippe, parce que si Antoine Dagata parle de réinventer l'humain, Philippe, la pandémie nous amène peut-être aussi à réinventer l'humanitaire. En quoi c'est un tel séisme qui est en train de se passer? En quoi ça secoue tellement les modèles en place? Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette photo, qui est à mon avis assez représentative de ce que cette pandémie amène, c'est cette forme de distanciation entre les êtres humains. Et je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu l'humanitaire, le cœur de l'action humanitaire, c'est d'être au plus proche des gens, au plus proche des personnes qui sont affectées par des conflits, qui ont des souffrances ou qui ont des vulnérabilités. Et là, tout d'un coup, ce virus nous a empêchés d'être proches des gens, nous empêche de pouvoir aller sur le terrain. J'ai des collègues qui sont en Colombie actuellement ou au Sud-Soudan, ils peuvent plus se déplacer, ils peuvent plus aller voir les gens, ils peuvent plus comprendre leur réalité. Et ça, pour les humanitaires, c'est vraiment tout d'un coup une grosse question. Et je trouve que cette image, elle est assez intéressante parce que elle symbolise pour moi une forme de virtualisation des rapports sociaux. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un petit moment, sur comment est-ce que l'arrivée des réseaux sociaux, des différentes nouvelles technologies va impacter l'action humanitaire du futur. Donc, tout d'un coup, on a eu quelque part un test grandeur nature, essayer de trouver des solutions à des problèmes qui restent très humains, qui restent très réels, dans un monde qui se virtualise. Alors, ça, c'est une autre image pour moi de virtualisation. C'est une image de Rafał Milak qui montre ici la bibliothèque d'une université en Pologne qui, tout d'un coup, vide. Et on imagine bien que la recherche et les études ne s'arrêtent pas là. Elles se poursuivent, mais en ligne et différemment. Ça a été un grand défi et une accélération dans l'adaptation vers les technologies numériques. Euh, Ce qui est clair dans ces deux images, c'est en effet cette question de l'espace physique et de la proximité, qui pour moi est vraiment un des points communs entre le monde de la photographie et le monde de l'humanitaire, comme vous l'avez chacun effleuré et évoqué. Pauline, je suis en train de rechercher la citation de Robert Capa sur la proximité. Si t'es pas assez proche, c'est pas assez bien. Je ne sais plus comment il l'a dit exactement.
Not close enough, it's not good enough. Et c'est ça parce que j'allais justement parler, on parle là, donc dans l'humanitaire, d'être au plus près de l'humanité, au cœur de l'humanité. Chez Magnum, il y a toujours eu cette variété. Il y a les photographes comme Capa qui allaient au plus proche du conflit, qui étaient dans le conflit, à en mourir, et d'autres qui n'ont pas vécu, qui ne vivaient pas l'humanité de cette manière. Par exemple, Cartier-Bresson, qui est aussi un des fondateurs de Magnum, n'avait pas. Est-ce que c'est un besoin d'y aller ou est-ce que c'était une curiosité? Mais en tout cas, les deux ont vécu ça de manière très différente, cet appel de témoigner de l'humain. Et je pense que là, on voit très bien la différence entre un Antoine d'Agata et un Raphaël Millac, par exemple. Comment témoigner de la même situation de manière complètement différente. C'est ça, exactement. Alors là, je serais intéressant de vous entendre là-dessus parce un des corollaires de la proximité, c'est la capacité à créer, établir un lien de confiance entre le photographe et son sujet. On est proche l'un de l'autre, on se lâche. Hein, c'est le silence intérieur d'une victime consentante. Pauline, ça te rappelle des souvenirs? C'était la manière qu'avait Cartier-Bresson de parler du portrait en photographie. Et puis toi, de ton côté, Philippe, bien sûr, l'action humanitaire se fonde aussi sur un rapport de confiance et j'imagine qu'actuellement, euh, le manque de proximité ou la difficulté à être en proximité le met à mal. Comment vous vous positionnez tous les deux par rapport à cette question de la confiance en tant qu'agence photographique et en tant que CICR? Philippe, peut-être? Ben, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer un tout petit peu avant sur la question de la virtualisation des rapports sociaux. Pour nous, effectivement, la confiance, elle se construit sur une compréhension de la situation. C'est en étant sur place, en vivant avec les gens, en vivant dans les conditions. L'exemple que j'ai donné au tout début du confinement dans lequel j'étais, où j'ai ressenti, compris ce que c'était des bombardements, j'ai vu les familles qui souffraient d'une destruction, d'un décès d'un proche, etc., qui me donne une forme d'empathie plus importante et qui me permet d'être aussi avec cette forme d'empathie, de pouvoir créer un lien dans lequel les gens vont me donner une information qui pourrait être utile pour pouvoir rapporter ça aux belligérants ou être encore mieux à même de répondre à leurs besoins. On parlait de la santé mentale. Personne va s'épancher de manière aussi directe ou de manière directe quand on ne connaît pas la personne en face de soi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et là, avec tout d'un coup cette forme de distanciation, on ne voit plus les personnes en relief, on les voit en une dimension, quelque part, comme je vous vois vous là à travers l'écran. Et c'est à se demander comment est-ce qu'on peut rétablir un lien de confiance, pour pouvoir continuer à travailler de cette manière-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit réinventer certaines grammaires peut-être de la confiance à travers une réponse ou un dialogue qui doit être différent, mais on ne trouve pas encore. On n'est pas encore à trouver la solution pour l'instant. Ça, c'est un même débat actuellement chez Magnum. Est-ce que tu fais confiance à quelqu'un dans la rue qui prend ta photo? Est-ce que la confiance… C'est l'éternelle question de la street photographie. Des gens comme Bruce Gilden qui sont dans la rue, qui volent les photos, qui volent quelque chose. Alors certains considèrent qu'ils volent l'image, d'autres considèrent qu'ils se servent de ce qu'ils ont dans l'espace public. Ça a toujours été une grande question. Mais je dirais que les photographes qui travaillent dans le domaine de l'humanitaire, comme Gilles Pérez par exemple, qui a beaucoup travaillé avec les associations humanitaires ou des photographes, même comme Capa d'ailleurs, dès les années 30, l'idée, comme Philippe la présente, c'est d'être au plus près des sujets, c'est-à-dire que de prendre les mêmes risques. Par exemple, les photos du débarquement de Capa voilà, il est avec l'armée qui arrive sur les plages, quoi. Donc il y a cette question de l'empathie et de l'idée de vivre la même chose dans le même moment. Mais évidemment, c'est pour certains aussi une illusion, c'est-à-dire qu'évidemment, le photographe, il rentre à la maison le soir, donc, où il retourne voir sa famille. Donc, il y a une ambiguïté latente dans toute l'idée, voilà, de participer et de rentrer. C'est pas la même chose. Ouais, ouais. Et ça, du coup, je vais vous demander peut-être une question qui vous lie directement. Je serais curieux, en fait. Est-ce que récemment, Pauline, des photographes de Magnum ont travaillé sur le terrain avec la Croix-Rouge. Et toi, Philippe, dans ton expérience de terrain aussi, est-ce que tu as dû
voilà, j'ai envie de dire trimballer avec toi un photographe. Comment ça se passe au quotidien, ce genre de situation, la confiance mutuelle entre photographe et acteur humanitaire? Ah, elle est dure ma question. Je laisse Philippe répondre. D'accord. Non, 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 elle est pas dure. C'est une histoire de compromis à un certain moment. Et c'est aussi une manière de pouvoir expliquer quelles sont les limites, quelles sont les choses qui peuvent ou ne pas être faites. C'est une question de responsabilité. Pour moi, l'élément le plus simple qui m'a permis de naviguer dans des situations complexes, c'est de me dire que des gens qui n'ont pas grand-chose me font confiance, mettent dans mes mains quelque part leur vie et ensuite le curseur il est placé. Donc les exposer trop et ensuite qu'il y ait des répercussions contre eux, le fait qu'une information qui est donnée ou montrée puisse se retourner contre eux, c'est quelque part, c'est malheureux de le dire de cette manière-là, mais c'est assez simple à comprendre. Donc une fois qu'on essaye, qu'on l'a compris nous-mêmes, c'est simplement de le passer à la personne. Et je comprends, c'est vrai que j'ai eu des débats avec des photographes ou avec des reporters, des journalistes, etc. Mais je pense qu'ils ont très vite compris, ils ont pu comprendre ces limites, mais qui ne sont pas fixées par l'organisation en tant que telle, mais qui sont fixées par la responsabilité qu'on a vis-à-vis des personnes qu'on essaie d'aider. Ouais, je dois dire que la question centrale de tout ça, c'est l'éthique en fait. Et les Ouais. photographes de Magnum, il y a toujours eu ça au cœur de Magnum. Il y a l'éthique. Je veux dire, on ne peut pas utiliser des images sans réfléchir au rôle, au pouvoir de l'image et à ce qu'on va en faire. Donc l'idée de Magnum, ça a toujours été d'utiliser l'image pour le bien de l'humanité. Alors évidemment, il y a un idéalisme là qui est comme celui de l'humanitaire, parfois difficile à mener comme ça en œuvre, mais l'éthique est la base de tout ça. Et Et peut-être si je là, ce peux que tu... rebondir, Pascal. Oui, vas-y, bien sûr, Philippe, pardon. Non, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a un débat autour du consentement qui est aussi assez intéressant, si je peux me permettre d'amener ça sur ce terrain-là. Et il y a le consentement en tant que tel, quand on demande à quelqu'un de signer quelque chose, mais, et je ne sais pas comment le traduire en français, mais le informed consent. Est-ce que la personne est vraiment consciente de ce qu'elle donne comme information et des conséquences potentielles? Et ça, une nouvelle fois, ça rejoint un débat sur lequel on est en train de travailler, qui est, si j'amène ça, mais on pourra revenir plus tard, mais je le pose là pour l'instant, la question de la protection des données dans un monde, une nouvelle fois, où les nouvelles technologies ont de plus en plus d'importance. Est-ce que la personne qui poste quelque chose sur un réseau social, ou est-ce qu'une personne qui nous donne une information qui va être enregistrée dans un ordinateur, est-ce qu'elle est consciente du risque potentiel qu'elle peut prendre et surtout des conséquences en lien avec ce risque? Voilà, je voulais juste le poser là sur la question du consentement, mais je pense que chez Magnum, vous avez aussi dû réfléchir à ça sur une image. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir, dans 5 ans, qu'est-ce qu'elle a un impact sur une personne peut-être? Oui, et puis alors il y a l'image et ensuite il y a l'archive, il y a la totalité des images. Par exemple, pour un projet comme celui-ci, et Mhm. la collaboration dont Pascal, tu parleras peut-être aussi, mais les témoignages qui vont s'ajouter aux photos de Magnum, l'idée de Magnum, ça a toujours été cette tension entre l'image unique, l'image individuelle, et la série des images, donc la totalité des images. Et Magnum a toujours été dans la fabrication de l'archive, en fait, depuis le début, de manière plus ou moins consciente, mais de plus en plus aujourd'hui, on parle de plus en plus du rôle de l'archive dans nos sociétés, du rôle de cette archive collective, de la mémoire qu'on fabrique. Et je pense que en ça, tous les photographes, avec leurs différentes voix, leurs différentes manières de voir les choses, ont toujours eu ça. Ça a toujours été, je pense, leur motivation première, c'était de créer comme ça une archive. Alors ensuite, au point de vue de l'image, du portrait qu'on prend dans la rue, c'est une conversation, et au niveau de la totalité des images, c'est une autre conversation. Alors, avant de faire un lien extraordinaire vers la prochaine image, Alessia, en parlant de conversation, est-ce qu'il y a des questions à ce stade auxquelles on pourrait répondre? Non, pour l'instant, on n'a pas encore reçu de questions. D'accord. J'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent. Sinon, Oui, il y en juste... a. Oui, oui, il y en a. Alors, le lien intersidéral que je vais faire pour arriver sur cette image-là, c'est de toucher à la question du temps. Parce qu'on a abordé la proximité et les questions de l'espace et en quoi ce manque de proximité et cette disruption spatiale peut mettre à mal des questions de confiance. Bien sûr, Pauline, quand tu parles de temps et de l'archive,
peut-être expliquer que notre conversation ici s'inscrit dans un projet beaucoup plus large qu'on a voulu lancer ici au Musée international de la Croix-Rouge, qui est vraiment de constituer une mémoire collective de ce moment qu'on est en train de vivre. Tout le monde a la possibilité de témoigner sur un portail en ligne qu'on a mis en place sur notre site web, et tous les témoignages vont être agrégés dans notre collection ici pour que les générations à venir puissent faire sens de ce qu'on aura vécu. Alors ce temps, c'est une grande question pour moi aussi, le temps actuellement, parce qu'il y a le temps qui est très long. C'est très long d'être en confinement, d'avoir une dilatation comme ça de la journée, où pour moi, personnellement, ça a été à peu près travailler tout le temps et m'interrompre de temps en temps pour faire à manger, pour aider mes enfants à faire leur vocabulaire allemand, pour faire la lessive et recommencer à travailler. Enfin, ça a été quelque chose d'assez particulier. En même temps, c'est un temps qui est très, très accéléré, parce qu'il y a tout ce flux qui arrive, ces technologies qui nous permettent d'être connectés partout, tout le temps, de tout savoir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'elle fait du bien, Pauline, cette image de Olivia Arthur qui, tout d'un coup, nous parle de la pandémie, mais nous parle de la pandémie en nous raccrochant à un temps de la nature, à un temps biologique qu'on a peut-être un peu oublié depuis le 13 mars. Tu veux nous en parler un peu de cette À image? l'espace-temps, hein, c'est l'espace et ce qui nous entoure. Je pense que cette pandémie, elle nous a aussi raccrochés à la nature et aux besoins de la nature. Donc, ces images de ciel, hein, nous aident à respirer. Là, je pense qu'on touche à la dimension cathartique de la photographie, c'est-à-dire ou thérapeutique, quelque chose qui nous aide à passer justement à passer ce temps, à essayer de faire sens des choses, ou juste simplement de constater aussi. Je pense que pour les photographes de Magnum, beaucoup de photographes étaient coincés à la maison alors qu'ils sont d'ordinaire constamment en train d'aller dans un lieu, soit parce qu'il y a un conflit, il y a une histoire à photographier, et là tout d'un coup ils étaient enfermés. Donc Olivia Arthur, qui est basée à Londres, elle en fait partie, elle fait partie de ces photographes qui voyagent constamment et qui tout d'un coup étaient chez eux avec leurs enfants. Et qu'est-ce qu'elle peut photographier, qu'est-ce qu'elle peut voir le temps qui passe. Elle a fait cette série des ciels, elle a fait une série avec des fleurs qui fanent, une banane qui mûrit. Donc voilà, c'est aussi la dimension artistique, hein, la métaphore pour laquelle l'appareil photographique est le meilleur instrument, c'est-à-dire le temps qui passe. Et ça tu me corriges, Pauline, si je me trompe, mais cette idée que l'image de l'autre nous permet de comprendre que l'autre, c'est soi, qu'en fin de compte, à travers l'image d'une autre situation, on arrive à comprendre ce qu'on est soi en train de vivre. Ça fait fondamentalement partie de l'ADN de Magnum, non, depuis sa création. Absolument, oui. Magnum a été créé en 1947 par Capa, Cartier-Bresson, George Roger et Chim. Et l'idée, c'était vraiment de témoigner de l'existant. Enfin, c'est un truc existentiel, en fait, Magnum. C'est au-delà de la photographie, au-delà du photojournalisme. C'est du photojournalisme, mais c'est aussi comment, une machine d'analyse de nos sociétés. C'est-à-dire que c'est des photographes qui voyagent en permanence parce qu'on a bien conscience qu'il faut aller voir ailleurs. Les photographes sont de plus en plus... Enfin, Magnum est de plus en plus international. Il y a des photographes partout dans le monde. Mais l'idée, oui, de Magnum a toujours été de témoigner de l'humain et de l'humanité. Donc, effectivement, quand je regarde une photo prise par un photographe de Magnum, c'est l'humanisme, en fait, l'idéal humaniste des années 50, hein, Family of Man, c'était ça. Voilà, la photographie est profondément humaine. Peut-être, alors on peut dire que la littérature et le cinéma aussi, bien sûr, mais ça en fait partie. C'est-à-dire que ça fait partie de ce tout, de la description de l'expérience humaine. Et ben ça, Philippe, bien sûr, l'humanité, c'est un des principes fondateurs du mouvement international de la Croix-Rouge. J'ai une photo exprès pour toi, c'est vraiment pour toi que je l'ai choisie, Philippe, c'est évidemment la suivante. Il y a une photo qui a été prise à Moscou. Alors, c'est pas un chien officiel de la Croix-Rouge, évidemment, c'est juste pour le gag, mais là, j'aimerais te poser une première question, qui est quelque chose qui, moi, me fascine dans l'action humanitaire. Donc, peut-être juste rappeler que le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, c'est une immense organisation. C'est des millions et des millions de bénévoles et de professionnels partout dans le monde. Et j'ai toujours cette fascination pour me dire comment vous gérez ce double temps. C'est-à-dire qu'il y a le temps immédiat de la catastrophe où il faut agir, il faut intervenir, il faut être là, éteindre le feu, entre guillemets. Mais comment tu gères parallèlement à ça le temps long de la planification, le temps plus long de l'accompagnement? Enfin, t'entendre sur la question du temps, ça m'intriguerait beaucoup.
Bon, je note qu'il y a une double croix déjà. Il y a la croix sur le chien, mais effectivement, le chemin fait une croix quelque part. Donc, je trouve ça assez intéressant. Mais la question du temps long, du temps court, etc., je pense que c'est en lien avec l'histoire qui a été créée dans l'idée d'une urgence. Euh, on est là, et puis on repart. La Croix-Rouge et surtout le CICR a été créé. Aujourd'hui, on a des contextes dans certains pays qui sont, où on est présent dans certains pays depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. Mhm. D'un coup, ça change cette notion effectivement d'entre guillemets urgence. Et on se retrouve dans des situations entre le développement et l'action d'urgence. Et ça rentre tout d'un coup, ça amène des questions plus profonde, ça fait changer le métier d'humanitaire et on est loin. Alors, si on parle de photographie, une des photos qui avait été assez marquante de l'action humanitaire de Bernard Kouchner avec son sac de riz sur une plage en Somalie, aujourd'hui, on parle de santé mentale, parle de retrouver les restes ou le corps de proches décédés il y a 15-20 ans, par exemple. Récemment, on a fait un travail aux îles Malouines, aux îles Falkland, ça dépend de quel côté on se place, mais où on a retrouvé comment dire, des ossements de soldats argentins qu'on a pu rendre à leur famille en faisant des tests d'ADN. Donc, c'est effectivement quelque chose que peut-être le grand public n'a pas encore conscience, c'est cet allongement de cette question d'action et d'urgence. Mhm. Et, et peut-être que ce grand public dont tu parles et qui reverra cette image-là spécifiquement, disons, dans 50 ans, je serais très curieux de savoir comment ils la comprendront. Ils se diront, peut-être sans connaître le contexte, que bon, voilà, pourquoi elle porte un masque. Elle est toute seule sur cette place et peut-être qu'ils liront pas forcément dans cette image ce qui est évident pour nous maintenant au mois de mai 2020, c'est que cette femme est seule, pas parce qu'il n'y a personne, mais parce qu'elle est en train d'appliquer des règles de distanciation sociale qui font partie de toutes ces nouvelles normes qu'on doit mettre en place. Et c'est intéressant de se dire que voilà, cette femme à Moscou, elle le fait de cette manière, mais que euh, la question de la distanciation sociale, ça va pas de soi partout et pour beaucoup, c'est peut-être un privilège. Philippe, tu peux nous expliquer ça? Effectivement, pour nous et très rapidement, au début de la crise, on a remarqué il y avait une différence dans la manière de pouvoir vivre cette crise, si on peut dire ça comme ça, ou de devoir appliquer certaines mesures, était différent d'une personne à l'autre ou d'un contexte à l'autre. Nous qui travaillons dans des camps de personnes déplacées, par exemple, ou dans des bidonvilles, ou dans des situations où la question de la distance est simplement impossible. Donc, on a essayé de réfléchir à des moyens, ou même des prisons, par exemple, je pourrais me donner ça comme exemple, où on a essayé de trouver des mesures d'accompagnement qui étaient peut-être pas aussi bonnes qu'une forme de distance physique, mais qui permettaient d'éviter des contaminations dans certains contextes où voilà, les gens habitent dans des sites, dans des habitations assez précaires. Et ça a été un immense challenge. C'était aussi d'une part de trouver des solutions, mais aussi avec ces personnes où la question de la compréhension, la question de l'accès à l'information, la question de la rumeur, mais qui n'est pas liée seulement au contexte dans lesquels on travaille. On le voit bien ici aussi en Suisse ou en Occident, toutes ces rumeurs qui ont proliféré pendant cette crise. Mais effectivement, comment est-ce qu'on pouvait amener à avoir une discussion aux mesures qu'on pouvait prendre pour éviter la propagation de cette pandémie. Alors là, Pauline, je suis curieux d'en savoir plus sur cette image à droite qui nous vient d'Afrique du Sud. Je remarque un lien parce que vous ne le voyez pas, mais sur mon bureau, il y a une tonne de papier, de notes dans tous les sens. Et je n'avais pas du tout remarqué que Lindo Koulé Sobweka, qui a fait donc la photographie qui vient d'Afrique du Sud, et Nana Heitman, celle de Russie, ils sont tous les deux très jeunes et ils sont quasiment nés en même temps, enfin la même année, 94 et 95. Ils ont ce statut de nominés.
au sein de l'agence Magnum. Je suis juste curieux parce que je m'en souviens un peu exactement, quel est le processus, comment tu deviens photographe chez Magnum? C'est un peu comme les bâtisseurs de cathédrales. Il faut prouver qu'on sait faire. Non, alors on est d'abord nominé par les photographes. En juin, les photographes, les membres, font entrer 1, 2, 3, jusqu'à 5 nouveaux nominés. 2 ans plus tard, le nominé peut devenir associé s'il a prouvé qu'il avait bien travaillé pendant 2 ans. Et de nominé, on passe à associé. Et après, on passe d'associé à membre. Et une fois qu'on est membre, on est membre à vie. Et à la fin de son mandat de membre, on peut décider, quand on est un peu plus âgé, de devenir contributeur. Donc, on peut décider de son plein gré de dire bah, maintenant, je veux juste être contributeur, j'en ai marre d'être membre, de voter chaque année. Mais oui, Alors, c'est tu as combien de photographes actifs dans le monde actuellement? environ 50 et on représente à peu près 95 photographes, c'est-à-dire y compris les archives de photographes comme Cartier-Bresson, Robert Capa ou Herb List. Inge Morat, voilà. Ça fait beaucoup de photographes, mais qui sont actifs en ce moment, sur la pandémie, à peu près une trentaine. Mhm. Et là, pour nous en dire un peu plus sur, vous l'appelez Lindo, ou vous le dites Lindo On Ludé? l'appelle Lindo. On Lindo, l'appelle Lindo, un peu comme David Seymour s'appelait Shim, voilà. alors il s'appelait David Shimin parce que voilà, c'est plus court et puis c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Il est jeune, je crois que c'est un peu la mascotte, voilà, donc il est devenu Lindo. Et, Lindo, ouais. et lui, il nous parle ici de son contexte personnel, de sa vie à lui. À Peut-être tu peux Johannesburg. nous en dire deux mots. Et Nana, par contre, de l'autre côté, il s'avère qu'elle était à Moscou, mais elle n'est pas du tout moscovite, Si, quoi. Enfin, ah, elle si? est russo-allemande en fait, Nana. Elle est russo-allemande. Elle n'était pas, je crois pas qu'elle avait prévu de rester à Moscou tout ce temps. Elle y était, comme elle fait des allers-retours. Elle fait beaucoup, elle travaille beaucoup sur la Russie, mais elle est normalement basée en Allemagne. Elle est restée coincée à Moscou, mais elle parle russe, elle parle allemand. Enfin, elle va et vient. Lindo, lui, il est d'Afrique du Sud. Il est de Johannesburg et c'est dans sa communauté à lui, dans son village, qu'il a pris ses photos. Et alors, il revenait juste d'Amérique, lui. On était en train de travailler sur un projet à Atlanta. Mhm. Et donc, l'Amérique s'est confinée. Il a dû donc faire une quarantaine en revenant en Afrique du Sud. Il l'a faite avec Michael Subotsky, un autre photographe de Magnum, chez Michael, puisqu'ils revenaient tous les deux d'Atlanta ensemble. Et Mhm. ensuite, il a pu réintégrer son village. Et c'est là qu'il a commencé à prendre ses photos. D'accord. Mm. Euh, Alessia, je me retourne vers toi avant de continuer. On s'était mis d'accord, on est entre nous, donc je vous le dis, mais on s'était dit que si on ne recevait pas du tout de questions, Alessia allait en inventer. Donc, est-ce que tu as inventé des questions, Alessia, aussi? Tu en as reçu? Non, en plus, tu m'as tiré une balle dans le pied. J'allais demander justement les processus de cooptation comment devenait-on photographe Magnum. Ça m'intéresse. Bon, ok, parfait. Bah, écoute, du coup, on avance, on continue. Euh, on va arriver à une image qui fait beaucoup réfléchir, je trouve, qui est une image de Bruno Barbet, qui représente beaucoup de choses. Moi, je la lis d'une certaine manière. Pauline, Philippe, vous me direz ce que vous en pensez de votre point de vue. Évidemment, la situation qu'on vit décuple ou met sous plus forte tension encore toutes les fractures sociales et les situations problématiques qui préexistaient. Je crois que cette image a été prise à Paris, sauf erreur de ma part. À Euh, Montmartre. à Montmartre, voilà, exactement. Donc, on voit ici beaucoup de choses. Hein. C'est cette femme dont on peut imaginer qu'elle est peut-être vulnérable, ou en tout cas considérée comme telle, qui doit se protéger, qui en France par ailleurs a dû signer un papier pour juste aller à la boulangerie. C'était pas notre cas ici en Suisse. Et tout d'un coup, cet homme à sa droite, qui évidemment est tout aussi soumis aux problèmes qu'on est en train de vivre, mais qui a pas les mêmes possibilités que cette femme à sa gauche. C'est beaucoup d'interprétations de ma part, mais je pense que ça résonne peut-être dans vos secteurs d'activité de manière très forte. Et Philippe, je serais content de t'entendre là-dessus. Cette idée que la pandémie qu'on est en train de vivre, c'est une menace en plus sur tellement d'autres dans le secteur humanitaire.
Alors, par rapport à ta question, et je reviendrai peut-être sur la question d'interprétation, effectivement, pour nous, et le Comité international de la Croix-Rouge, en collaboration avec toutes les autres Croix-Rouges du monde entier a lancé un appel hier qui met en exergue le fait que cette pandémie s'ajoute à des crises précédentes, à des vulnérabilités existantes. Donc, ça complique, comme je l'ai déjà dit avant, encore plus notre réponse. Ça complique la situation dans laquelle les gens se trouvent et on est conscient et on anticipe quelque chose qui ne sera comment dire, qui aura un temps assez long et surtout qui aura une complexité assez énorme. Donc ça, c'est un premier élément par rapport à ta question. Moi ce qui me frappe par rapport à cette photo, c'est aussi effectivement cette notion, et on en a discuté avec toi Pascal, que tout d'un coup, une forme de crise humanitaire arrivait ici en Suisse ou dans des contextes auxquels on n'était pas forcément habitué. Et moi, j'ai été beaucoup marqué par ce qui s'est passé ici à Genève avec une queue interminable de gens qui venaient pour profiter d'une distribution de nourriture. Moi, j'ai vu les images, je suis allé voir sur place et je pouvais aider, mais finalement, ils avaient assez de bénévoles. Mais je me suis rendu compte que tout d'un coup, il y avait un mimétisme avec ce que j'avais vécu dans certains contextes où on fait des distributions de nourriture à très grande échelle. Et là, tout d'un coup, il y avait une infrastructure où les gens se suivaient les uns après les autres. Il y avait une forme de triage. Il y avait des tables où les gens pouvaient, s'ils avaient des problèmes sociaux, il y avait les services sociaux, il y avait des médecins de MSF, etc. Et tout d'un coup, c'était ce paradoxe où c'était la patinoire des Vernets pour ceux qui connaissent, tout d'un coup un cadre traditionnel, entre guillemets, normal, avec une situation qui ressemblait à des crises humanitaires que j'ai vécues, moi, dans différents pays où j'étais posté. Mhm. Et Pauline, j'imagine que pour beaucoup de photographes Magnum, le réflexe en temps normaux, entre guillemets, c'est de voyager, c'est d'aller là où, c'est d'aller au front, quoi. C'est d'aller là où Et le, le front, il est là, j'allais dire. le front est là, ouais. Ouais, et Peter Van Akmael, qui est un des jeunes photographes de Magnum, qui est de Washington, mais qui vit à New York depuis des années, nous faisait remarquer que ça faisait des années qu'il ne photographiait pas New York, en fait. C'était là qu'il habitait, mais il photographiait l'Irak, il allait à la guerre. Et là, tout d'un coup, il est allé prendre des photos à la morgue. Enfin, il a vu des choses vraiment terribles. Et il n'aurait jamais imaginé qu'il aurait un jour, voilà, qu'il en serait amené un jour à photographier des scènes pareilles à New York. Ouais. Ça a Mhm. été une réalisation pour pas mal de photographes américains, je crois. Et je pense une réalisation pour plein de gens, moi compris, Philippe, l'image dont tu parles, elle m'a aussi énormément frappé de tout d'un coup voir cette queue de plus d'1 kilomètre à Genève, des gens qui faisaient 3 heures pour attendre un sac de nourriture d'une valeur de 20 francs, sauf erreur de ma part. C'était un rappel que tout d'un coup, cette pandémie, elle révèle, elle montre des choses qui, dans certaines parties du monde, là où on vit, là d'où je vous parle maintenant, qu'on voyait peut-être pas tous les jours ou qu'on n'était pas amené à voir, dont on parlait pas parce que ça faisait pas l'actu entre guillemets. Et peut-être qu'on peut imaginer qu'en effet la situation, aussi difficile qu'elle soit pour tout le monde, elle peut en tout cas amener à dans ce nouveau quotidien qu'on doit inventer, réfléchir à ces problèmes et vraiment apporter des solutions concrètes. En tout cas, c'est une des idées qui me vient comme ça en revoyant cette image. Euh, Si je peux ouais. ajouter quelque chose, je m'excuse de t'interrompre, mais pour moi, il y a eu tout d'un coup cette notion, et je pense que beaucoup de gens l'ont ressenti, c'est tout d'un coup de ce qu'est la fragilité, de la vulnérabilité. Et mes collègues basés au Yémen ont fait un petit clin d'œil, et je ne sais pas comment il a été vraiment pris, mais c'était oui, nous, habitants du Yémen, on sait ce que ça veut dire d'être confiné, on sait ce que ça veut dire de ne pas savoir si on peut aller au supermarché demain, ou etc. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Et c'était assez intéressant tout d'un coup de voir cette inversion peut-être de situations qui sont très éloignées de chez nous, se retrouve ici
et puis qu'on sente un peu cette fragilité d'un système, d'une économie, de la vie tout simplement, et que c'est pas si éloigné que ça. Et finalement, il faut pas énormément de choses sur Les photographes de Magnum sont en train de travailler sur une situation de campagne. vulnérabilité, de fragilité. Là, il y a une phrase que tout le monde utilise en ce moment, We're all in this together. Et je pense que c'est une question, c'est vraiment ça. Et il faut remettre ça en question aussi, c'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment, hein, est-ce qu'on est, alors solidaire, c'est autre chose, mais c'est exactement ça. Et Philippe, je pense que beaucoup de citoyens du monde occidental, certainement aux États-Unis, enfin, avec ce qui se passe en ce moment, ont réalisé qu'ils ne faisaient pas attention, en fait. Jusqu'ici, il n'y avait absolument aucune empathie, si on parle d'empathie. Il n'y avait pas de réalisation. Tout d'un coup, il y a une prise de conscience, en tout cas chez certains, de ce que ça veut dire de se sentir vulnérable. Et si je puis rajouter ça encore, toujours en prenant cet exemple de la caravane de la solidarité, cette distribution de nourriture à Genève, il y a eu une nouvelle fois une première forme de sidération des gens qui se sont dit « Ouh là là, il y a vraiment beaucoup de gens à Genève, on ne s'attendait pas à ça ». Mais il y a eu aussi un élan de solidarité et le vendredi, le jour avant de la distribution, il y avait des gens qui faisaient la queue pour venir amener. Et tout d'un coup, ce cercle vertueux de gens qui essayent de quand même essayer de faire quelque chose avec dans la mesure de leurs moyens, tout d'un coup, c'est révélé. J'ai trouvé ça aussi assez intéressant, des gens qui étaient d'accord d'aider, qui étaient bénévoles, qui ont juste fait un petit geste. Et peut-être ça a révélé des choses. Je suis conscient aussi, et je ne suis pas naïf, il y a eu beaucoup de gens qui se sont fermés. On a vu aussi sur les réseaux sociaux un déferlement de haine assez important ou de commentaires très agressifs, etc. Mais il y a aussi cet élément-là où j'étais vraiment surpris de voir cette forme de prise de conscience et cette envie d'agir. Et ça, c'est aussi quelque chose, je crois qu'on avait pas mal discuté avec Pascal de cet élément-là. Qu'est-ce qui fait qu'on va agir? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on sort de notre posture de témoin et on devient acteur? Alessia. Oui, on a une remarque d'une de nos participantes qui rebondit justement sur les propos qui ont été tenus sur ces distributions d'aide alimentaire à Genève et qui nous dit que cette crise a en effet mis effectivement en lumière la vulnérabilité qui existe avec tous ces travailleurs de l'ombre indispensables. Donc on voit qu'il y a cette idée à nouveau de ces invisibles qui ont été rendus visibles par cette crise que nous, ici à Genève, on n'a pas forcément l'habitude de traiter. Oui, merci beaucoup pour cette remarque. C'est tout à fait ça. Et ça nous ramène peut-être à cette image d'Agatha ici, sur cette question de voir ou de rendre visible ce qu'on n'a pas vu. Philippe, tu voulais réagir Oui, à je m'excuse. ce Juste commentaire? la photo d'avant, c'est intéressant de savoir si le photographe prise avait déjà fait une telle photo. Est-ce qu'il avait déjà fait une photo mendiant dans un cadre qui était le sien? Donc, pour rebondir à ce qu'Alessia a dit, effectivement, peut-être que ça révèle des choses auxquelles on n'était pas conscient. Et même les photographes eux-mêmes, je pense que, je ne sais pas, Pauline, ce que vous allez faire avec tout ce travail-là, mais ce serait très intéressant de savoir comment les photographes ont tout d'un coup pris conscience de certaines choses à côté de chez eux ou pas loin de chez eux. Ouais. La plupart des photographes étant donc une des grandes questions au cœur de Magnum, c'est les inégalités sociales et comment les mettre en lumière pour lutter contre. Alors encore une fois, est-ce que la photographie va changer quelque chose? Ça, c'est une des grandes questions aussi. Mais pour ce qui est de ce qu'ils ont pris conscience de pas mal de choses, effectivement. Sur le site internet de Magnum, vous pourrez voir qu'il y a plusieurs branches. Alors, il y a la branche journal intime, c'est-à-dire des photographes qui se sont retrouvés coincés à la maison et qui se sont retrouvés, en fait, comme nous tous, et qui ont documenté cette situation-là de leur quotidien. Et il y a les autres qui ont continué à travailler pour les journaux, c'est-à-dire que des photographes comme Alex Maioli, ou des photographes comme Jérôme Cecchini ou Lorenzo Meloni sont allés pour travailler, et Antoine D'Agata sont allés travailler dans les hôpitaux, photographier les travailleurs essentiels en Europe, aux États-Unis. Et je pense que pour eux, c'était assez troublant, effectivement, eux qui ont l'habitude plutôt d'être au Moyen-Orient, dans des zones non occidentales, de tout d'un coup être envoyés par les mêmes médias
photographier un conflit, parce que alors est-ce qu'on l'appelle, alors grand débat, est-ce que c'est une guerre, pas une guerre, tout ça, c'est la sémantique, mais en tout cas certainement une situation de crise extrême dans leur propre pays. Et je crois qu'effectivement, ça les a vraiment choqués. Je pense que Alex Maioli, par exemple, en Italie, le travail qu'il a fait, la série qu'il a faite, qui est extraordinaire, que vous verrez dans une des prochaines phases de cette collaboration sur les thématiques en fait, je pense qu'il va apparaître dans 2 des thématiques. Mais c'est un travail qui est d'une force extraordinaire et je pense que cette force est liée au fait qu'il était chez lui, en Sicile. Et voilà, c'est inédit, c'est une situation inédite. Et d'ailleurs, ces images de Maioli, on va les retrouver dans les semaines à venir et on va aussi toutes les retrouver, ces images, au musée, puisque notre projet, c'est dans cette première phase virtuelle, on parle ensemble de ces images en ligne. Ensuite, ces images vont littéralement envahir l'espace du musée et d'exposition permanente. L'exposition permanente qui est de toute façon bouleversée parce que nous devons mettre en place des normes d'hygiène et garantir une distanciation sociale qui nous amène à fermer certaines parties du musée, à en condamner d'autres. Et on s'est dit, ben, plutôt que de voir ça comme une faiblesse, essayons d'investir cet espace avec ces nouveaux regards pour regarder l'exposition permanente différente et amener cette conversation entre l'action humanitaire et ce qu'on vit tous maintenant, où qu'on soit dans le monde et quelle que soit notre situation individuelle. Je vais vous poser une question, Pauline, Philippe, et on s'aventure vers la fin de cette première conversation. Je vais vous poser une question à vous deux et je vais aussi poser une question aux personnes qui nous rejoignent. Aux personnes qui nous rejoignent, et je vais passer à l'image suivante. Alessia va mettre en ligne un sondage. Tu veux nous dire de quoi il s'agit, Alessia? Oui, alors c'est un sondage tout simple. On vous demande en fait quelle a été votre image préférée de cette semaine, celle que vous avez découverte donc avec nous au cours de la semaine. Donc je vais lancer le sondage et je vous invite à voter via votre ordinateur. Et pendant ce vote, je vais vous poser une question que j'avais posée, Pauline, à Léonard Fried il y a longtemps, quand j'avais écrit sur son travail et je l'avais rencontré, et grand photographe de Magnum. Je lui avais posé cette question que je me pose depuis toujours dans le monde des images et je vais vous la poser à vous deux. C'est quoi une bonne photographie? C'est quoi une bonne photographie pour toi, Pauline? Pour moi, une bonne photographie, elle me touche. Donc, une bonne photographie, elle est sincère. Je pense que c'est aussi, je viens de là, enfin, je travaille, je suis entourée de photographies. Donc, je ne sais pas si c'est une réponse qui te convient, mais une photographie qui vient de loin, quoi. Maintenant, je dois dire que les réseaux sociaux, avec leur flot d'images, me plaisent pas mal parce que je ne pense pas que la photographie, bonne photographie, elle soit forcément professionnelle et c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble sur ce projet. Euh, la photographie, en fait, c'est un instrument pour exprimer ce qu'on vit, ce qu'on voit et en ça, je pense qu'il y a des millions de belles photographies. Voilà. Donc, c'est une réponse un peu ouverte, mais j'ai grandi avec un père fou de photographie qui nous regarde peut-être et qui vit pas loin de Genève, mais qui m'a enseigné ça, c'est que la photographie, c'est une façon de vivre. En fait, je ne pense pas que ce soit le but de la photographie, c'est pas de faire une belle image, c'est de vivre son quotidien de manière beaucoup plus forte. Absolument. Non, mais j'ai posé cette question des centaines de fois. J'ai toujours eu des réponses différentes. Donc, il n'y a pas de juste ou de faux. Philippe, c'est quoi pour toi une bonne photographie? Euh, Pour moi, il y a une notion qui m'importe, c'est la notion de mémoire. Et pour moi, une photographie, c'est une photographie dans le temps qui marque quelque chose. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans un monde que je vais appeler de surconsommation de photos qu'on regarde à peine, celle qui va rester, celle qui va marquer quelque chose. Alors évidemment, moi j'ai toujours été fasciné par la photographie et les reporters de guerre. Je ne vais pas donner de nom parce qu'ils ne sont pas forcément chez Magnum, les photographes que j'aime bien, mais il y a des gens qui m'ont marqué, des photos qui ont dû participer à mon envie de travailler dans l'humanitaire, d'une part, de comprendre ces inégalités, de comprendre ces choses-là. Et ces photographies sont encore bien ancrées en moi. Et je trouve qu'une photo qui reste comme ça et qui représente un acte de mémoire pour moi serait ce que j'appellerais une bonne photo.
Alors, moi, je vais aussi répondre à la question, mais d'abord, on va regarder les résultats du sondage, Alessia. Ah ouais, waouh! Voilà. Donc, Alors, c'est Olivia, Arthur qui l'emporte. fabuleux, très Ouais. intéressant. C'est vrai qu'elle fait du bien, hein, cette image d'Olivia Arthur que j'essaie de retrouver, qui est ici, donc, qui fait rêver, quoi, et Ouais. qui fait beaucoup C'est de une bien en ce moment. évasion. Ouais, c'est une évasion. Je pense que les gens ont besoin de regarder hein, par la fenêtre. Ouais, et moi aussi. Et Ouais. alors, Moi, ça me, pour moi, vas-y, excuse-moi Philippe, Pascal, pardon. oui, je suis désolé, je t'interromps, mais elle me fait penser à un travail et je crois qu'on l'a mentionné, puis je me permets de ramener ça, un travail d'un designer, Mathieu Lehanner, qui avait créé quelque chose qui s'appelait la météo de demain. Et c'était un projet pour essayer d'amener un futur ou essayer de faire penser aux gens la météo du lendemain dans dans la section des soins palliatifs d'un hôpital où clairement les gens n'allaient jamais ressortir de cette chambre parce que c'était en fin de vie. Et cette idée de se dire, bah voilà, demain, je sais quel temps il va faire dans un endroit que j'aime. Et c'était une petite fenêtre comme ça. Et la personne pouvait le programmer même. Et cette photo-là, elle me fait penser un peu à ça. Puis quelque part, elle nous faisait penser aussi que peut-être qu'on a regardé le quotidien, on a regardé des choses qu'aujourd'hui on n'avait pas plus l'habitude de regarder parce qu'on avait un peu plus de temps, mais sans pouvoir se projeter. J'ai jamais aussi peu regardé la météo de ma vie parce que il n'y a pas grand-chose à faire demain ou après-demain, mais en même temps, on regardait quand même le ciel avec une envie de se dire, ben, on pourrait se projeter dans le futur. Je crois que c'est tout à fait ça, un des grands piliers de ce projet, c'était de se dire qu'en se confrontant à d'autres regards, on est amené à mieux comprendre ce qu'on vit. En tout cas, c'est mon cas. En regardant ces images, je me rends compte de ce que j'ai vécu et de ce que je suis encore en train de vivre. Et peut-être, c'est comme tu le dis, Philippe, un outil ou une manière, en tout cas, c'est ce qu'on a imaginé ici au Musée de la Croix-Rouge, de nous aider tous à nous projeter dans une nouvelle réalité. Donc, je vais aussi répondre à la question, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça tout seul à répondre à une question aussi difficile que celle-ci. Peut-être pendant que je réponds, Alessia, tu veux faire passer notre deuxième sondage. C'est notre première édition et on voulait s'assurer de vous retrouver tous en ligne à un horaire qui vous convient. Donc, Alessia, tu vas peut-être lancer le deuxième sondage. On voulait savoir si cet horaire vous va bien ou si vous vouliez tester autre chose. Et pendant que vous réfléchissez, moi, je vais répondre aussi à la question de manière très simple et laconique. Et c'est même pas ma réflexion, c'est celle de Léonard Fried qui m'avait beaucoup inspiré. Il m'avait dit, Pascal, c'est très simple. Une bonne photographie, c'est une photographie que tu as envie de voir une deuxième fois. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère on va tous vous retrouver aussi une deuxième fois. Il y aura d'autres séries dans ces conversations. On va les faire toutes les 2 semaines sur la base de nouvelles images qu'on aura discutées en ligne avec d'autres invités. Avant de conclure, on va voir quel horaire vous convient le mieux. Alessia? Ah, ok, très bien, d'accord. Donc, 18h, 19h. Ok, bah, on va les garder à cet horaire-là et merci beaucoup d'avoir participé au sondage. Merci beaucoup aussi à toi, Alessia, d'avoir réussi à mettre tout ça en place en 3 secondes 5 et on s'est jeté à l'eau sans savoir si on allait réussir à nager. Je crois qu'on a réussi, puis on va s'améliorer. Pauline, tu nous as rejoint de New York et je te remercie infiniment de ta confiance et de ton Merci. temps. Magnifique de parler avec toi, tout comme toi, Philippe, avec qui j'ai toujours immensément plaisir d'échanger des idées, de réfléchir au lien entre art et action humanitaire. Et merci infiniment d'avoir joué le jeu. Encore une fois, je te dois au moins une bière dès qu'on pourra faire ce genre de choses. Très bien, Merci, alors je vous merci à remercie. vous tous. Merci Alessia. Merci à vous. Merci à vous. Merci Philippe. Merci. Très belle Merci. soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.